Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Média Pro qui parle justement de médias et de télévision. Ce soir, bien sûr, actualité oblige, nous allons parler de l'affaire Nahel et le traitement médiatique qui a été justement consacré à cette affaire qui a secoué la France sur le plan social et médiatique. Alors, avant de commencer le débat avec nos experts Faisal Matawi, Rida Harirash et Sofiane Baroudi, nous allons regarder un zapping justement du traitement des médias occidentaux et étrangers sur cette affaire qui a secoué un petit peu l'Hexagone. فرنسا التي دخلت فيها الاحتجاجات على مقتل شاب من أصول جزائرية بنيران شرطي فرنسي دخلت ليلة سادسة. More than 6,000 people marched in memory of 17-year-old Nahel M, the crowd led by the dead teenager's mother. In France, a second night of anger and confrontation. There is fury here over the killing of a teenage boy by police. Tensions worsened by Melissa Bell has more. Many years, Issa, despite many of these tragedies over the years, allegations of police brutality and fears of the systemic racism that many believe fuel them or allow them or certainly have underpinned them. Des principaux journaux suisses, belges ou encore britanniques. Ce qui s'est passé ici à Nanterre fait écho aux émeutes d'il y a 15 ans, qui avaient elles aussi été causées par la mort d'adolescents dans le... Il lui a aussi cet angle pour raconter les manifestations. C'est un sujet explosif, parce que ça touche à quelque chose de fondamental. Beaucoup de jeunes dans les banlieues concernées accusent la police de violence, de racisme et de discrimination. Especially in minority ethnic communities, the 17-year-old's killing is seen as another instance of repressive policing of marginalized groups. Authorities are desperately trying to extinguish chaos across France. The police killing of Paris teenager Nahel has ignited widespread rage, the fury descending into destruction. More than 800 people have been arrested. President Emmanuel Macron left an EU summit to try and rein in the riots. Voilà, comme nous l'avons vu, les événements en France et l'affaire Nahel, qu'on ne revient pas sur justement ce qui s'est passé, mais le traitement des médias occidentaux, ils ont pratiquement tous fait la une sur ce qui se passe en France avec ces images de guérilla urbaine, d'émeutes, des gens de banlieue qui se sont un petit peu manifestés et qui ont créé le chaos dans la capitale parisienne et même dans d'autres villes comme Marseille et d'autres grandes villes de la France. Oui, ben évidemment, c'est un événement qui ne peut pas être raté par les médias. Quand vous avez une population qui se soulève de cette manière et d'une manière très violente, bien que la France de la Révolution française, et depuis la Révolution française en 1789, la France a connu beaucoup de cycles de violence et de violence politique qui parfois tendent à se banaliser. Disons que ça nous rappelle un peu ce qui s'est passé en 2005 après la mort des Justement. Mais quand même avec une intensité moindre. Beaucoup de médias, notamment américains, allemands, on a cité certains médias espagnols aussi, ont fait le rappel et le parallèle avec ce qui s'est passé en 2005, mais beaucoup se sont interrogés d'abord sur les retombées politiques. Le président Emmanuel Macron est à son second mandat, donc il a presque plus rien à perdre, bien qu'il doit sauver aussi son mandat, parce qu'il a été critiqué bien avant
ces émeutes. Et ces émeutes ont été précédées par des manifestations, quand même. Deux grosses manifestations, celles des Gilets jaunes qui ont duré des semaines et des semaines. Et les deuxièmes, c'est des manifestations contre le réforme. C'est des manifestations sociales, mais pas des manifestations... Oui, mais ça exprimait une certaine colère, parce qu'il y a une certaine colère au sein des classes ouvrières et des classes populaires. Il y a aussi les manifestations de la retraite aussi. Hein. Des retraites. Ouais. Et donc, il y avait un climat quand même de colère bien avant. Mais la capitale parisienne est habituée à ce mouvement à ces mouvements sociaux des manifestations pacifiques. Chaque semaine, des centaines de personnes se mobilisent justement, mais ne font pas de dégâts comme... Non, il n'y a pas de dégâts, mais disons que ce que je voulais dire, c'est qu'il y a de la colère. Et cette colère sociale, elle s'est exprimée d'une manière violente. Et déjà, lors des manifestations des Gilets jaunes, la police française a été critiquée. C'est la première fois, vous aurez remarqué, que l'ONU, les Nations Unies, a averti la France par rapport au comportement de sa police et elle évoque le racisme. Je pense notamment, il y a une section de la police anti-émeute française qui se comporte de nouvelle formule dans les CRS, comme on dit. Absolument, et même il y a aussi des parallèles qui sont faits avec la police américaine. La police américaine qui est souvent critiquée pour son comportement souvent raciste par rapport aux gens de couleur. Et c'était la dernière fois, il y avait l'affaire qui a fait aussi fait sortir les Américains dans la rue. Mais ça exprime beaucoup de malaise aussi, beaucoup de malaise au sein de la société française, les sociétés européennes en général, parce qu'il y a aussi des manifestations bien que ça moins violentes. Mais disons que ça exprime ce malaise qui met la classe politique française dans l'embarras, parce qu'il n'y a aucun politique en France qui est aujourd'hui capable de calmer les esprits. Ce qui fait qu'il y a une évolution, très grande évolution, grande différence on parlait avec Sofiane tout à l'heure de ce qui s'est passé en 1968 avec la marche des étudiants à Nanterre, etc., qui a changé beaucoup de choses en France après. Et les politiques aujourd'hui sont presque pas entendus, sauf ceux qui montent sur la vague, comme l'extrême droite. Il y a même un journal allemand, comme Die Welt, qui prévoit que Marine Le Pen sera la future présidente en France en 2024, parce que l'extrême droite est celle qui exploite le plus ce qui se passe en France actuellement comme émeute, bien sûr en stigmatisant les Algériens et les Maghrébins et les Africains. Éric Zemmour, qui a eu 6 à 7% de pourcentage lors des élections présidentielles, monte lui aussi sur la vague pour évoquer ce qui est très grave, l'existence d'enclaves étrangères, en parlant des banlieues et en stigmatisant la population qui y vit, et en parlant de guerre civile. Et ce terme, ce qui est un peu choquant de ce que nous avons vu et entendu ces derniers jours, c'est le retour du terme guerre civile, dont beaucoup de commentateurs et d'éditorialistes, la plupart proches de l'extrême droite. Donc comme si... Et le président Macron a refusé justement d'instaurer l'état d'urgence. Oui, on veut le pousser à localiser, on veut le pousser vers l'état d'urgence pour donner des pouvoirs de police, pouvoirs plus larges, mais qui risquent de compliquer la situation, parce que la colère est là. Reda Harira, justement, la stigmatisation de la situation sur les Maghrébins, et plus particulièrement les Algériens dans cette situation en France, a donné lieu à des déclarations polémiques comme celle du nouveau président du Rassemblement national, Bardella. Les Algériens ne sont pas particulièrement ciblés uniquement par... ces stigmatisations faites, même si le jeune qui est décédé est d'origine algérienne, ça a été juste un prétexte parce que son pays d'origine c'était l'Algérie. Mais je voudrais rappeler que quand même, à titre symbolique, ce jeune homme est décédé à proximité de la place Nelson Mandela. Qui se trouve à Nanterre. Et c'est toute une symbolique parce que Nelson Mandela, ça nous rappelle les années de répression qui ont été menées notamment à Soweto, en Afrique du Sud, et les scènes apocalyptiques que nous avons pu voir un peu partout en France nous rappellent l'Afrique du Sud, quasiment au cours des années 80, les années 80, 70, lors des luttes qui ont été menées par le peuple sud-africain contre l'apartheid. Donc c'est essentiellement l'ensemble des personnes qui sont originaires d'Afrique, qui sont d'une manière générale concernées par cette situation-là.
Et le fait que la classe politique française n'a pas montré suffisamment de détermination pour pouvoir y faire face fait que l'inquiétude, en quelque sorte, et le mécontentement se sont élargis cette fois-ci, contrairement à 2005, à l'ensemble de l'Hexagone et même dans le département d'Outre-mer, ce qui montre que la situation est extrêmement sensible. Et cette fois-ci, la représentante des Nations Unies, la porte-parole des Nations Unies aux droits de l'homme, a qualifié de problèmes profonds en ce qui concerne la présence du racisme au sein des forces de sécurité françaises. Et donc, ça ne peut qu'interpeller la classe politique pour prendre en charge ce problème qu'elle ne peut pas continuer à ignorer, sinon les choses vont de plus en plus s'aggraver. Voilà. Alors, Sofiane Baroudi, nous avons vu, par exemple, sur le plan politique, la gestion de cette affaire est un peu particulière. Le président français Emmanuel Macron a pris une certaine distance des événements, contrairement au ministre de l'Intérieur Darmanin qui s'est mis du côté, justement, de la police et de la sécurité nationale. On va dire que Emmanuel Macron a été obligé, à partir du moment où la vidéo justement de la mort de Nahel a été révélée, de prendre des distances et même de condamner, parce qu'on voit très bien sur la vidéo qu'il s'agit d'un tir à bout portant et que donc, du policier, le crime est caractérisé et il y a déjà, si vous voulez, un amoncellement et un cumul par rapport au thème de la violence raciste et de la violence policière. Et Emmanuel Macron était très très conscient de la sensibilité justement de cette vidéo-là et de ses conséquences potentielles, ce qui a été révélé directement après, parce qu'il était aussi à Marseille. La première si vous voulez, la première prise de parole d'Emmanuel Macron après la révélation de la vidéo, c'était à l'occasion d'une visite à Marseille. Donc, il a condamné ce qui a aussi créé des frictions et même beaucoup de tensions avec la police et avec l'extrême droite. Parce que je rappelle que le deuxième mandat d'Emmanuel Macron vient dans une conjoncture politique un peu, si vous voulez, très très chrysogène, parce qu'il y a deux blocs d'opposition déjà au Parlement, un bloc d'opposition de gauche et aussi un bloc d'opposition d'extrême droite, qu'il y a eu un mouvement ample contre la réforme des retraites qui a été aussi réprimée de manière très violente. Et en ça, ce n'est pas la première condamnation internationale. La dernière prise de position de l'ONU vient après beaucoup de mises en garde déjà de l'instance onusienne qui a appelé la France et les forces de l'ordre françaises à, si vous voulez, tempérer la répression, mais aussi des condamnations qui viennent même du Conseil des États européens qui ont appelé plusieurs fois Paris à tempérer la répression contre les manifestants. Et donc, si vous voulez, la première prise de position a fait qu'il y ait une situation de clivage qui a été consommée parce qu'il y a déjà une situation de tension extrême. Et j'aimerais revenir aussi sur le côté symbolique parce que le côté symbolique est très important. Il y a la place Nelson Mandela, il y a aussi la cité Pablo Picasso qui est connu pour être un militant justement antifasciste parce qu'il s'agit vraiment d'une lutte qui est conçue comme telle parce qu'il n'y a pas juste, si vous voulez, l'insurrection violente. Il y a aussi une lutte qui est organisée, une lutte contre le racisme et contre ce qui est considéré comme étant une fascisation de la société. Sur la symbolique, Nanterre, c'est justement le lieu d'où est parti le mouvement révolutionnaire de 1968. C'est aussi le fief historique du mouvement ouvrier français et du mouvement national algérien. Parce que je rappelle que Nanterre, c'est le plus grand bidonville d'Europe. Tout à fait. Pendant longtemps. Et c'est sur... si vous voulez, les amas ou alors les ruines de ce bidonville qui a vécu à la fois la souffrance des ouvriers nord-africains. La première génération des immigrés algériens. Et c'est resté pendant longtemps, jusque dans les années 70, il y avait encore des bidonvilles à Nanterre. D'ailleurs, c'est l'État algérien qui, par les foyers Sonacotra, a aidé justement les ouvriers algériens à se doter de logements plus décents. Et on a implanté, si vous voulez, des cités bétonnées sur, si vous voulez, un peu les fragments ou alors sur les ruines de la misère que représentaient ces bidonvilles-là. Mais ça n'a pas résolu une situation qui, si vous voulez, a continué de s'accumuler. Il y a aussi le thème mémoriel qui est très très important. Le fait qu'il y ait une négation récurrente des sujets mémoriaux importants, notamment la reconnaissance des crimes coloniaux, fait que le malaise et que la fracture et que la fracturation sociale, qui est une fracturation sociale qui est même, si vous voulez, commentée par beaucoup de médias internationaux, et là je viens au dernier thème qui est l'importance géopolitique de ce qui se passe. Beaucoup de médias internationaux considèrent qu'il s'agit de tensions, alors d'une confrontation
confrontation qui est ethnique. Et le thème colonial, justement, la non-reconnaissance des crimes coloniaux, fait que la jeunesse, qui parfois vient de la 3e, 4e, 5e ou même 6e génération, ressent qu'il y a un déni historique et qu'il y a donc une perpétuation d'un système raciste qui est reconnu à l'international, parce que la colonisation est clairement un crime contre l'humanité et clairement un régime d'apartheid raciste. Et donc, tout ce cumul-là de ressentiment a créé l'explosion qu'on a vue. Et il y a aussi une dimension géopolitique qui explique la très grande attention des médias internationaux, parce qu'il s'agit vraiment d'un mouvement insurrectionnel. On parle aussi de révolte à grande échelle et beaucoup de pays se préoccupent des conséquences, parce qu'il y a aussi si vous voulez, la conjoncture de guerre en Europe, de conflits de haute intensité. D'ailleurs, une visite d'État a été annulée en Allemagne, alors que la situation entre Berlin et Paris était une situation, on ne va pas dire conflictuelle, mais une situation un peu de malentendu. Il y avait avant ça l'annulation d'une autre visite d'État, celle du roi Charles d'Angleterre, qui devait venir en France, qui a été annulée à cause du mouvement des retraites. Et donc, il y a vraiment une préoccupation, voire une très grande inquiétude occidentale par rapport aux conséquences. D'ailleurs, ça a évolué en Belgique et même en Suisse. Et même en Suisse aujourd'hui, je crois. Ça a débordé. Il y a eu même l'armée qui est sortie dans les rues. Ça a débordé. Et donc, il y a vraiment une préoccupation. Oui. Faisal Mataoui, je voudrais revenir un petit peu sur le traitement des médias français. Il faut dire que certaines chaînes comme BFM TV et surtout CNews ont jeté de l'huile sur le feu en disant, en mettant l'accent beaucoup plus sur les scènes de chaos et les pillages que sur la situation, justement, les raisons qui ont fait éclater cette colère. Évidemment, il y a toujours des pillards qui profitent de la situation, ceux qui saccagent, ceux qui volent. C'est des actes condamnables, quelle qu'en soit la raison. Mais il n'y a pas que ça, parce que c'est exactement ce qui s'est passé en 2005 et dans le précédent épisode, l'affaire, rappelez-vous, l'affaire Malik Ouskin dans les années 80, ce jeune étudiant algérien qui a été poursuivi par la police dans une rue, qui a été abattu à mort. L'affaire a été étouffée pendant très longtemps. Rachid Bouchab, notre ami Rachid Bouchab, le CNRS a relancé l'affaire à travers le film. C'est le premier film français qui aborde cette affaire. Mais disons que les médias ne retiennent pas la leçon. Certains médias, je veux dire, pas tous les médias, parce qu'il y a des médias... Surtout les chaînes d'infos. Oui, privées, les chaînes pour être plus privées, précis. parce qu'il faut penser à qui il appartient. Vous savez qu'il y a un grand débat actuellement en France sur le rachat du journal du Dimanche. Par le groupe de Bolloré. Bolloré qui a tendance à concentrer les médias et à les orienter selon les orientations de l'extrême droite. Ce qui est grave dans les débats de ce que personnellement j'ai suivi ces derniers jours, c'est que d'abord on oublie complètement la victime, on a oublié complètement le jeune Naël. Il n'existe plus ni sa famille, ni sa douleur, ni la manière avec laquelle le policier a tué ce jeune homme. C'était pas un refus d'obtempérer, parce que si vous lisez un peu ce que les comptes rendus des médias, on parle de refus d'obtempérer supposé, alors que les vidéos, comme l'a expliqué Jean-Pierre, ont clairement vu que le policier a tué à bout portant le jeune homme, qui ne représentait pas une menace pour lui. Pire encore, Faisal, c'est que certains confrères journalistes français ont déclaré que, par exemple, sur BFM TV, on a criminalisé la victime en disant qu'il a un casier judiciaire alors que c'est faux. Il n'avait pas. Il fallait un petit peu, dédouaner la corporation de la police française et donner les arguments d'une réaction. Oui, même la presse américaine, bien que les Américains sont les derniers à donner des leçons en matière de police, le New York Times souligne qu'il est presque tabou de critiquer la police en France. Lorsqu'elle a commis des bavures, les bavures, ce n'est pas les premiers, vous le savez, et qu'il y a qu'une loi, ça a été rappelé par un site français, une loi qui date de 2017 qui donne beaucoup de pouvoir aux policiers et même un syndicat de police qui est curieux, en pleine situation d'instabilité, qui évoque la guerre. Nous sommes en guerre, disent les policiers. Guerre contre qui? Est-ce qu'il y a des bandes qui sont armées et qui constituent une menace pour la stabilité de l'ordre public français? Mais ce qui est aussi encore plus grave, c'est les mots utilisés. Parce que dans les médias, on a commencé, on parlait tout à l'heure d'un mot qui est bizarre, qui est sorti d'un homme de gauche, qui parle de décivilisation. Ils pensent que les jeunes qui sont en prise avec les forces de l'ordre et qui sont sortis dans la rue sont des personnes décivilisées, ce qui nous renvoie donc aux thèses de l'extrême droite, qui nous renvoie aux thèses haineuses. Certains évoquent par exemple l'idée que les parents sont responsables. Et c'est le ministre de la Justice
Justice français qui se charge Darmanin. sur les... non, pas Darmanin, ministre de la Justice. Oui, ministre de la Justice, Dupond-Moretti, c'est M. Moretti, qui est un avocat de profession, qui charge les parents en les menaçant de prison. Il a parlé de 2 ans de prison avec 30 000 €. Évidemment, la loi française prévoit, il y a des conditions pour arriver à ça, mais le fait de responsabiliser les parents, ça veut dire que ces enfants sont mal éduqués et qu'il faut les éduquer, sinon il faut les reciviliser selon les expressions d'amour. Donc ces mots, à mon avis, utilisés dans les médias, ne contribuent pas du tout à apaiser les parlant de mots, il y a vraiment des passages ou des dérapages sur les plateaux de télévision françaises qui donnent froid au dos. On va voir un extrait d'une émission d'une télévision d'info française qui donne la parole justement à un représentant de la police qui dit, voilà ce qu'il dit, et après on revient au débat. Je veux être policier, je veux aller interpeller les gens, je veux pouvoir les étrangler quand ils luttent, je veux pouvoir juste... Évidemment qu'il y a du racisme dans la police, il y a du racisme dans toute organisation humaine. Et d'ailleurs, être raciste, c'est autorisé par la loi. Ce qui est interdit, c'est les manifestations racistes. Voilà, c'était l'avocat de la police française qui justifie un petit peu cette haine qu'ils ont justement à réagir face un petit peu aux émeutiers, mais aussi à des jeunes de la cité. C'est quand même étonnant de voir un avocat s'exprimer ainsi sur un plateau de télévision. On appelle ça Il y a eu encore pire, c'est qu'il y a eu toute une polémique sur Abdoulaye Kanté, un policier noir qui s'est exprimé sur un plateau de télévision et qui a déclaré « la police n'est pas raciste ». Et qui a lancé une cagnotte justement destinée à la famille du policier pour justement l'aider à surmonter cette crise, en même temps qui fait polémique sur les réseaux sociaux. Oui, mais parce que il y a vraiment une médiatisation sur les représentants des syndicats de police, les avocats de la police, alors que l'avocat de la famille n'est présent que sur les médias publics. Oui, effectivement, la famille, on n'a pas vu beaucoup dans les médias parce que c'est... Ils sont passés sur France 2, ils sont passés sur... Oui, dans les médias, dans les services publics, c'est beaucoup plus équilibré, beaucoup plus équilibré, oui. Que les médias de droite. On l'a dit qu'il s'agit de médias de droite, en fait, parce qu'il faut les qualifier ainsi. Et ce qui est grave, c'est quand j'ai envie de les étrangler, cela s'appelle un appel au meurtre. Ben oui, c'est un appel. Venant d'un avocat, c'est quand même aberrant. Oui, c'est le comble. Et en plus, il dit que le racisme, c'est autorisé par la loi. Donc, vous voyez, cela s'appelle un dérapage et les autorités de régulation en France... Je n'ai pas pu justement répéter ce qu'il a dit. J'ai laissé l'image telle qu'elle. Mais c'est une manière, on est en train d'essayer de comprendre parce que je pense que le danger, et j'ai parlé avec un spécialiste il y a quelques jours sur ça, le danger dans une partie des médias français, c'est la concentration. Parce que lorsque les médias sont concentrés aux mains des mêmes hommes qui ont les mêmes tendances politiques, ça veut dire qu'on va exclure les autres opinions, d'ailleurs l'opinion de ceux qui défendent les jeunes des cités et des banlieues, parce qu'ils ne sont pas tous des pillards, ils ne sont pas tous des violents, et ils ont été poussés peut-être parce qu'ils ont vu un cas qui relève de l'injustice. Donc ceux qui défendent ces jeunes ou qui donnent une autre version des faits sont absents des médias. Et lorsque cette opinion est absente des médias, elle n'a pas le droit de s'exprimer, elle va s'exprimer autrement, y compris un recours à la violence. Et donc je pense qu'aujourd'hui, il y a un gros malaise en France, pas uniquement au sein de la classe politique. On parlait des politiques qui ne peuvent pas canaliser la violence parce qu'ils sont plus capables de le faire. On a parlé des médias qui ne donnent plus la parole à ceux qui normalement devraient parler et avoir une voix. Cela donne donc, cela ouvre un couloir devant la violence, cela ouvre la voie à toutes les formes de dérapage. Oui, justement, que fait le gendarme des télévisions, l'ex-CSA, sur ces dérapages? Pourquoi justement il n'essaye pas d'atténuer un petit peu cette haine qui éclate sur les plateaux de télévision en direct, en live? Oui, on n'a pas pu montrer toutes les dérapages parce qu'il y a d'autres images, il y a eu les déclarations de Bardella sur l'Algérie, etc., etc.
on n'a pas pu reprendre. Certaines vidéos ont été même supprimées pour ne pas attiser la haine contre les personnes qui se sont exprimées. Oui, l'autorité de régulation en France est presque invisible. Lorsqu'elle intervient, elle est souvent culpabilisée, elle est souvent attaquée parce qu'il y a eu une concentration contre ce système de régulation. Et une chaîne comme CNews s'est lancée dans le discours de haine et d'extrême droite. Plus que BFM TV qui est connu pour appartenir à Drahi. BFM TV essaie de faire un peu d'équilibre. Ils sont plus équilibrés. Oui, CNews, non. Ils sont depuis quelques jours en train de faire des émissions H24 en chargeant la communauté immigrée, en chargeant les parents, en accusant presque l'islam et on ne le cite pas, comme une religion qui mène à la violence, etc. Et ce discours qui se répète chaque jour, je pense qu'il ne va pas contribuer à apaiser la situation parce qu'on ne sait pas d'abord aujourd'hui comment la situation va être réglée. C'est vrai que par le passé, il y a eu des épisodes, mais avec moins d'intensité. Là, c'est effectivement un grand défi devant la classe politique française, y compris devant des ministres comme Gérald Darmanin, qui, comme tout le monde le sait, mène une guerre contre les migrants à travers la loi et à travers sa déclaration et défendre la police qui est une institution de l'État. Ok, mais il faut aussi évoquer les bavures policières qui tendent à se répéter selon des médias français. Je pense qu'il y a eu au moins une centaine de bavures ces derniers temps. Et s'il n'y avait pas la vidéo, on serait peut-être posé la question, s'il n'y avait pas la vidéo, si on n'avait pas filmé la scène, comment le jeune a été tué, est-ce qu'il y aurait tout ce débat? Parce que généralement, lorsqu'il n'y a pas d'image, on a tendance à dire autre chose. Justement, Sofiane Baroudi, l'image qui a été filmée par quelqu'un qu'on ne connaît pas justement jusqu'à maintenant, qui a filmé cette image qui a fait le tour du monde et qui a montré visiblement l'acte du policier tirant à bout portant sur Nahel. Cette image a changé un peu le cours de l'événement. Imaginons un seul instant que ces images n'existent pas aujourd'hui. Exactement, et ça montre aussi l'impact très important. Et je reviens, Sofiane, je reviens sur l'impact des réseaux sociaux. Oui, on a vu un afflux de vidéos sur TikTok. D'ailleurs, l'une des mesures. Et sur des mesures et même disons, une avalanche de vidéos et même de montages sur cette situation. Sur cette situation, déjà, pour démontrer... J'ai même vu une vidéo de Nahel en intelligence artificielle où il s'exprimait, racontait cette histoire. Juste, on a même les témoignages des deux passagers qui affirment... L'un d'eux qui s'est enfui a fait une déclaration qui a été reprise par les réseaux sociaux, mais pas par les médias. Qui affirme aussi le caractère d'homicide volontaire et aussi, si vous voulez, l'intention raciste de ce qui s'est passé. Après, l'impact des réseaux sociaux est tellement important que l'une des mesures d'urgence phare qui a été adoptée, c'est la restriction justement de la liberté d'accès à certains réseaux sociaux. Même le flux, par exemple, le flux de tweets sur Twitter a été très grandement limité parce que c'était le moyen, si vous voulez, le plus efficace qui a été utilisé notamment par les journalistes qui avaient des difficultés à pénétrer notamment dans les zones de vidéos qui ont été supprimées, carrément supprimées. Le flux de partage a été supprimé. Aussi sur Snapchat, ça a été complètement apparemment interdit par les autorités françaises. Il y a aussi, on parle de censure sur les réseaux sociaux, notamment hier, parce qu'il y avait des appels à manifester au cœur de Paris, dans les Champs-Élysées, et qu'il y avait un dispositif pour empêcher la possibilité de confrontation. Après, il y a aussi, si vous voulez, vraiment une dimension très importante au plan historique parce que la violence policière n'est pas nouvelle. C'est-à-dire que vous parliez du fait que ça ne soit pas un nouveau cas. Au fait, c'est la réalité quasiment quotidienne de la vie des gens dans les banlieues et dans les quartiers populaires. Et ça, c'est étayé par plusieurs études. Il y a aussi le fait, par exemple, on a découvert qu'un ressortissant guinéen a aussi été tué il y a une vingtaine de jours. Personne n'en avait entendu parler. D'ailleurs, il a été rapatrié il y a quelques jours, un jour avant l'enterrement, avant le janaza de Nahel, justement. Et s'il n'y avait pas eu cette vidéo, personne n'aurait entendu parler d'El Hussein, qui est un ressortissant guinéen qui travaille en France et qui a été tué aussi par balle. Il y a aussi, si vous voulez, par exemple, j'aimerais évoquer un exemple historique qui est très éloquent et très important, le massacre du 17 octobre 1961, qui est un cas d'école, malheureusement, pour tous les académiciens du monde entier. C'est le seul massacre policier de grande échelle, un crime d'État, mais aussi un crime contre l'humanité qui se passe dans l'une des plus grandes métropoles du monde, en plein cœur de Paris. Et tout le monde l'étudie dans les universités en Chine, au Mexique, aux États-Unis. Mais en France, il y a encore un déni par rapport à la prégnance de la violence policière. Il y a eu des documentaires quand même.
même en France. Mais jamais ça a été reconnu sur le plan historique. C'est étudié même sur le plan épistémologique, l'importance, c'est-à-dire de massacrer une population pour des raisons racistes en plein cœur d'une métropole. Et ça, c'est très important. Et ça a eu aussi, si vous voulez, une incidence, y compris sur l'évolution de la guerre de libération. Il y a aussi un film sur les balles du 14 juillet par rapport à un autre massacre d'État où la police a tiré sur des manifestants pacifiques le 14 juillet 1953. C'est-à-dire qu'il y a une tendance historique. Et depuis, il y a de manière récurrente des crimes policiers, notamment contre des personnes issues de l'immigration, alors contre des personnes racisées. En Guyane, c'est la même chose. Les médias français, quand ils parlent des massacres du 17 octobre, il impute cela à Maurice Papon. À Maurice Papon, c'est pas nous, c'est Maurice Papon. Mais attention, Maurice Papon a été médaillé par le général de Gaulle. Oui, à l'époque. Mais par la suite, il a été rattrapé par l'histoire. Mais il n'a jamais été jugé. Mais il est jugé pour les rafles du Veldiv, pas pour les 17 octobre, pour son rôle dans la déportation pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a des bonnes et des mauvaises victimes. Oui, tout à fait, tout à fait. Reda Hariras, quand on parle justement du traitement des médias français, on remarque un petit peu, par exemple, la séquence de l'enterrement de Naël n'a pas été filmée par les médias français. On sent également que les médias français sont indésirables. Non, c'est interdit, oui. Ils n'ont pas repris la vidéo. Non, mais ils pouvaient montrer des images avant, pendant la rapatriement. Il y avait des comités de sécurité, ils les ont empêchés parce qu'il y a aussi une défiance de confiance. Oui. C'est-à-dire que les classes populaires ne font pas confiance aux médias. Il y a eu des vidéos. Très peu. Il y a eu des vidéos. On a vu des vidéos. Même le cortège, justement, du corbillard qui emmenait Naël au cimetière musulman, on a vu des centaines de motos. C'était impressionnant. Hein. Donc, ces images montrent un petit peu le grand fossé qui existe entre la population immigrée et les médias français. Oui, c'est indéniable. Surtout qu'il n'y a eu aucune mesure forte qui n'a été prise pour essayer de calmer les esprits, bien au contraire. C'est ce qu'on disait sur l'autorité de régulation française. Et au-delà de l'autorité de régulation française, parce qu'on peut toujours nous dire que la violence policière, la violence des forces de sécurité et même des actes de racisme existent un peu partout dans le monde, c'est vrai. Mais dans ce cas de figure, je peux dire qu'il y a une frontière qui a été quand même franchie, c'est sans précédent, en ce sens que la personne qui est responsable de ce crime se voit récompensée avec une cagnotte qui est organisée, qui lui a permis de gagner jusqu'à ce jour près de 600 000 €. C'est-à-dire que ça fait une polémique, de toute façon. C'est plus qu'une polémique. C'est-à-dire qu'un criminel se voit récompensé pour l'acte qu'il a commis sous les caméras du monde entier. Même dans un pays qui est très contrasté et où il y a beaucoup de violences policières comme les États-Unis, ça n'a jamais atteint ce degré de bêtise. Parce que comment peut-on organiser une cagnotte qui, en principe, aurait dû être organisée en faveur de la victime, du défunt et maintenant, on se retrouve à inverser les rapports quasiment auprès des médias en essayant de trouver un antécédent judiciaire à ce jeune-là. Et ça, c'est un signe qui est tout à fait inquiétant parce qu'il montre qu'il y a, comme on dit, un certain laisser-aller qui fait que la population civile, notamment d'origine étrangère, se sont en quelque sorte stigmatisées, voire même délaissées par les médias publics. Alors, on voudrait un petit peu revenir sur la fiction parce que cette affaire a soulevé justement un questionnement sur le rapport entre le film Athéna, le film qui a été réalisé par le fils de Costa Gavras, Romain Gavras, et qui a été diffusé sur Netflix, qui montre justement pratiquement la même histoire qui s'est passée sur l'affaire de Naël. On regarde la bande-annonce et on revient au débat. Voilà, c'était la bande-annonce de Athéna, un film qui est sorti sur Netflix en septembre 2022 et qui raconte l'histoire réalisée par Romain Gavras et qui raconte l'histoire d'un Maghrébin qui a été tué dans une cité par un policier et qui embrase justement toute la cité. On voit un petit peu le chaos
le même chaos qu'on voit aujourd'hui dans les images des télévisions françaises et internationales. Et dans cette série... Est-ce que la fiction rejoint la réalité? Oui, déjà, rappelez-vous... Beaucoup de médias en parlent. Hein. Oui, évidemment, le cinéma français, en grande partie, a évoqué les banlieues. Il y a qu'à citer le film de Mathieu Kassovitz, La haine, en 2000. Il n'y a pas que lui, il y a aussi le film en 1995. Ma cité va craquer. Oui, déjà en 1995, le film parlait d'une bavure policière qui allait donner lieu à des émeutes. Il y a aussi Bac Nord, le film Bac Nord. Oui. Bon, Bac Nord, c'était beaucoup plus un portrait sur la police. Du côté des policiers. Et à la Cité des Dieux, en 2002. La Cité des Dieux, surtout, oui. Et il y a Les Misérables. Les Misérables, oui, oui, et il y a plein de films. J'ai trouvé quand même une vingtaine de films qui ont abordé, mais c'était surtout le film de Kassovitz qui a... Mais les derniers films, celui de Kassovitz, c'est le plus... qui rappelle un petit peu la situation. Et regardez, presque 30-40 ans après, on est toujours presque dans la même situation. Athéna, déjà dans Athéna, on évoque la guerre civile, on évoque la haine, on évoque la cassure, parce que beaucoup de spécialistes, d'analystes de la droite, de l'extrême droite, estiment qu'il y a désormais un décalage ou une rupture entre la classe politique, l'élite, et la population qui vit dans les banlieues, qualifiée d'enclave étrangère par Éric Zemmour, qui parle lui aussi de guerre civile. Mais dans Athéna, c'est qu'on a essayé d'équilibrer, parce que le frère aîné d'Ali Ben Salah est un militaire, l'autre, il est porté par la violence, il essaie d'équilibrer. C'était une sorte de tragédie grecque, parce que c'est Athéna, le choix n'est pas par hasard. Mais disons que oui, je pense que le cinéma français, en grande partie fait aussi par des étrangers, a été beaucoup plus courageux que les médias dans le traitement. Au moins, en essayant de comprendre ce qui se passe dans les banlieues. Ça reste de la fiction. Hein. Ça reste de la fiction, mais il n'y a pas justement, il n'y a pas eu de film sur les événements de 2005. Il n'y a pas eu de film sur. Mais c'est inspiré de la réalité. Mais c'est inspiré de la réalité. C'est inspiré, par exemple, les Misérables. On s'est inspiré de la Coupe du Monde. Voilà, la Coupe du Monde. Je pense que Neuilly-sa-Mère, où on parle de quelqu'un qui part d'une banlieue, qui part dans un quartier riche. Il y a aussi banlieue 13. Hein. Oui, qui raconte la ghettoisation à Marseille, dans les quartiers nord de Marseille. Oui, c'est le cinéma, mais essaie de démarrer parfois souvent d'histoires réelles. Et ça aborde des thèmes, mais on a l'impression que la France n'évolue pas sur ce plan. Parce qu'entre La haine en 1995, je me rappelle qu'à l'époque, le film a été beaucoup critiqué, notamment par une certaine tendance de droite, on est presque dans la même situation. Il y a toujours des bavures policières, il y a toujours des jeunes qui meurent dans les banlieues, il y a toujours des jeunes qui sortent pour protester contre les actions de la police. Donc est-ce qu'il y a une crise, j'allais dire, existentielle au sein de la société française par rapport à ces migrants, parce que la France, il se trouve que c'est un pays où il y a beaucoup de migrants et que la plus forte communauté musulmane existe en territoire européen. C'est des questionnements qui sont posés aux philosophes, de philosophes de toutes les tendances. Alors, moi je reviens un petit peu sur la politique française. Vous connaissez un bout Reda Harirach. Avant, il y avait la gauche, SOS Racisme qui défendait les émigrés, etc. Aujourd'hui, nous avons un vide, justement, politique. Aujourd'hui, la gauche est pratiquement silencieuse. Seuls les élus de Mélenchon se sont exprimés sur cette affaire. Alors que la droite et l'extrême droite se sont violemment attaqués à l'immigration et parfois à des pays comme l'Algérie, qui compose le plus gros lot de la communauté maghrébine en France. Disons qu'il y a une recomposition quand même du champ politique français qui est plus éclaté maintenant. Oui. Parce qu'à gauche, par exemple, vous n'avez plus le Parti socialiste. Le Parti socialiste. C'est vrai, mais il y a des figures de Parti socialiste, même le SOS Racisme, qui existe toujours, qui n'a pas fermé ses portes et qui reste silencieuse. Les partis, les associations comme SOS Racisme ont tendance maintenant à défendre peut-être d'autres minorités qui ne sont pas nécessairement originaires d'Afrique. Et donc, on les entend de moins en moins. Quant aux partis politiques, à part Jean-Luc Mélenchon, qui de temps en temps fait entendre sa voix, il y a très peu de responsables politiques maintenant qui s'engagent pour défendre la cause des immigrés, et même parmi les hommes politiques qui sont originaires de l'immigration. On a même vu sur Twitter, par exemple, ils ont un petit peu ressuscité Malik Bouti, qui est un ancien d'SOS Racisme, qui est devenu un élu du PS, qui défend un petit peu les immigrés et le chaos qui existe un petit peu dans la cité. La ghettoisation, justement, des Maghrébins et même des Africains qui sont mis un petit peu à l'écart de la société et empêchés d'intégrer un petit peu la société française. La ghettoisation, elle est aussi bien politique que diplomatique pour ces communautés
outre-mer comme aussi bien les Nord-Africains, les Africains ou d'autres communautés, ce qui fait que même si de temps en temps on voit quelques figures comme Malek Bouti qui se manifestent, mais ils n'ont pas, leur voix ne porte pas parce qu'il n'y a pas, je dirais, ces communautés ne se sont pas organisées en fait pour pouvoir peser davantage sur la scène politique française et donc ils sont quasiment aphones. Sofiane Baroudi, juste réagir sur ça, rapidement. Sur cette question, parce qu'il y a aussi des partis politiques qui sont très stigmatisés, notamment Europe Écologie Les Verts et LFI. Il y a même des menaces. Vous savez qu'il y a une affaire, récemment on a arrêté des gens parce qu'apparemment ils auraient essayé de tuer Jean-Luc Mélenchon. Et il y a une affaire qui est poursuivie en justice. Après, il y a l'émergence de nouvelles figures, c'est-à-dire des figures qui sont très populaires, les footballeurs et les artistes. Omar Sy, par exemple, ou Mbappé sont devenus ennemis publics numéro 1 pour une bonne partie. On a vu le communiqué d'Mbappé, très grand communiqué. C'est un tweet, mais qui a fait beaucoup de bruit et surtout la stigmatisation qui vient notamment Pogba, des milieux de droite est une stigmatisation effrayante parce qu'on assimile par exemple Mbappé ou alors Omar Sy, les artistes, c'est-à-dire d'origine africaine qui prennent position, on les assimile à des ennemis publics et c'est le cas aussi des militants politiques ou alors des dirigeants politiques qui sont, il y a des appels à la haine très clairs et même des appels à l'élimination. Pardon Sofiane, il y a eu des figures politiques françaises comme Grandmaison et Rigous qui un petit peu critiquent un petit peu cette stigmatisation, mais qui ne sont pas présents sur les médias français. En fait, ils ne sont pas présents. Par exemple, pour le cas d'un chercheur comme Mathieu Rigous, qui est connu à l'international, c'est un spécialiste des violences policières notamment, et surtout des racines coloniales des violences policières et racistes. Il est connu sur la scène médiatique internationale, il a été invité quelques fois, mais il y a une censure. Mais pas aussi médiatisée. Bien sûr, parce qu'il y a une censure qui est caractérisée, qui est connue. C'est-à-dire que, si vous voulez, actuellement, les grands médias en France ont perdu toute crédibilité, concrètement. Ils sont à la fois honnis par les classes populaires, mais aussi par l'intelligentsia, qui est une intelligentsia progressiste. Et au fait, si vous voulez, il y a une forme de déni très profond, un déni de l'histoire. Et d'ailleurs, la non-reconnaissance des crimes coloniaux est vraiment quelque chose qui est sidérant à ce moment pour la plupart des intellectuels au niveau international. C'est-à-dire que le modèle français est vraiment un modèle qui n'est pas compris parce qu'il y a une forme de déni de la réalité. Le plus grave, Jean-Pierre, c'est le refus du débat. Vous avez raison de parler j'ai suivi un peu les tweets de beaucoup de personnalités et j'ai suivi un peu les commentaires qu'il y a dessus. C'est des attaques contre les personnes. On n'accepte du tout plus de débat. On n'accepte plus de remettre en cause l'ordre établi. On n'accepte plus de critiquer la police. Et ça, c'est plus grave. Ça veut dire qu'on est arrivé à un stade où tout le monde est dans son camp. Mélenchon a été aussi attaqué de partout bien sûr, parce qu'il a pris position contre la tendance dominante dans les médias. Et je pense que cette affaire de Nahel va ouvrir peut-être un grand débat en France, je l'espère, pour que toutes les idées s'expriment. Parce que si on empêche des idées de s'exprimer pacifiquement dans les médias, elles vont s'exprimer autrement. Oui, Reda. Je rappelle qu'en 2015, déjà, le footballeur Karim Benzema avait soulevé cet aspect-là, qui a été mis entre parenthèses par les médias, et les problèmes qu'il a eu à gérer par la suite, aussi bien au sein de l'équipe de France que dans ses rapports avec les médias français, il avait soulevé en 2015. Et on se rend compte finalement que les événements lui donnent en partie raison, parce que en dehors du champ politique, les figures les plus visibles maintenant qui peuvent représenter l'immigration, comme les footballeurs, de temps en temps ils s'expriment comme ça, mais bon, quelle est la portée de leur dire, on verra bien. Sofiane, brièvement. Justement, sur le déni historique, il y a aussi l'aspect, la narrative du fait que, par exemple, le fascisme soit fini en Europe après 1945. Or, c'est pas vrai. Et ça, par exemple, Costa Gavras, il a tourné le film sur la dictature des colonels grecs en Algérie, la dictature fasciste dirigée par un groupe international qui s'appelle Occident, lié à l'OAS. Parce que les producteurs français ont refusé et que cette censure, la censure idéologique et politique n'est pas nouvelle. Et il y a eu des régimes fascistes en Europe, au Portugal, en Espagne et en Grèce, qui ont été justement, si vous voulez, la révolte contre ces régimes-là a été soutenue depuis l'Algérie. Merci messieurs, voilà, cette émission est à présent terminée. Je vous laisse avec le reste des programmes de Al24 News. Je vous souhaite une bonne fin de soirée.